Permettez-moi de vous poser la question. Vous êtes un négociateur iranien. Vous recevez une garantie écrite du gouvernement des États-Unis affirmant qu'ils ne lanceront pas une nouvelle guerre contre vous, ni contre l'axe de la résistance d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez leur faire confiance? Impossible de leur faire confiance. Vraiment impossible. C'est impossible. Oui, personne ne semble se soucier du document que l'administration Trump pourrait signer à la fin de de ce conflit. Mais tout le monde sait que cette guerre va continuer, à mon avis. Et d'une certaine manière, on peut rappeler que Donald Trump lui-même a dit que l'opération Epic Fury était terminée. Mais dans quel sens est-ce que c'est vraiment fini? En quel sens? À mon avis, ça ne veut rien dire, parce que la guerre, je ne vois pas les États-Unis lever les sanctions. Franchement, je ne vois pas ça arriver. Ils vont peut-être libérer certains avoirs iraniens gelés, c'est possible. Mais ça ne change rien au fond. Ça ne change pas la nature du conflit. Souviens-toi, Pepe, avant que les États-Unis annoncent 2 semaines de cessez-le-feu, ils ont mené une opération dans le sud d'Ispahan. Ils voulaient exploiter toutes les occasions possibles pour agir contre l'Iran. Juste avant cette nouvelle phase du conflit, de la guerre, à mon avis, Donald Trump a annoncé il y a 2 jours, pas hier soir, mais la nuit d'avant, qu'il lançait quelque chose comme l'opération Liberté. Allons-y, ouvrons le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas seulement l'opération Freedom, mais aussi avec les sanctions qu'ils ont essayé d'imposer à la Chine, aux raffineries chinoises. Ils ont dit que si elles voulaient travailler avec les Iraniens, il y aurait d'autres sanctions, des sanctions chinoises, américaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la réponse de la Chine? La Chine a dit, vous allez les sanctionner? Eh bien, nous, on va les soutenir. Vous pouvez travailler avec l'Iran, et nous, on va vous soutenir face aux États-Unis. Voilà le jeu. Vous voyez, ils font tout pour mettre la pression sur l'Iran, mais on dirait qu'ils ne comprennent pas que, selon moi, l'Iran est totalement prêt pour une guerre majeure. Pendant qu'on parle aujourd'hui, ils se préparent à une grande guerre contre les États-Unis, la 3e phase de cette guerre. Et c'est bien là le problème. On ne voit aucune cohérence dans l'administration Trump. C'est pour ça qu'il est si difficile de gérer une situation comme celle qu'ils affrontent en ce moment. Je parle des Iraniens. Et je ne vois pas cette guerre se terminer. Je ne vois pas Donald Trump capable de faire quoi que ce soit. Vous savez, ce mémo d'une page dont il parle, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, ça ne veut rien dire. Ça pourrait être un cadre, comme vous l'avez mentionné, mais qui va négocier sur ce cadre? Je ne vois pas les compétences dans l'administration Trump. Je ne vois personne de vraiment sérieux dans la négociation. Et c'est bien ça le problème. C'est un énorme problème, tu sais, pas seulement pour l'Iran, mais aussi, je dirais, pour la Russie, face à l'administration Trump. Et toi, Pepe, comment tu vois les choses du côté de la Chine? Il me semble que depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine se rapproche de la Russie et de l'Iran. Tu te souviens, pendant la première année de la guerre en Ukraine, beaucoup disaient que la Chine allait vendre la Russie en échange de Taïwan, qu'elle ferait une sorte d'accord avec les États-Unis sur Taïwan. Mais ça ne s'est pas produit. Et aujourd'hui, certains avancent un peu la même idée, que Donald Trump irait en Chine, qu'il conclurait un accord sur Taïwan et que la Chine coopérerait avec les États-Unis contre l'Iran. Quelle est ta lecture de tout ça? Oh non, absolument pas. Il n'y aura aucun accord, ni sur Taïwan, ni sur autre chose. En gros, encore une fois, comme on le sait, il n'a strictement aucune carte en main. Pour les Chinois, tout ça, c'est une question de protocole. Le premier sommet avait déjà dû être reporté.
S'ils le pouvaient, ils reporteraient aussi celui-là, parce qu'il n'y a rien de concret à discuter. Donc bon, c'est prévu, c'est dans le protocole. Très bien, on le fait, et on s'en débarrasse, parce qu'ils savent qu'il n'y aura aucune avancée. Et bien sûr, en plus de ça, ils ne peuvent pas faire confiance à quoi que ce soit venant de Trump. Et troisièmement, ils savent que la stratégie globale, et là on dépasse largement le cas de Trump, c'est inscrit dans la stratégie de sécurité nationale. C'est la guerre permanente contre la Chine, par tous les moyens possibles. Encerclement, endiguement, harcèlement, tout ce qu'on veut. Et ça ne changera pas. Donc ils vont continuer à suivre tout ce qu'ils ont décidé dans le cadre du plan quinquennal. Dans la course technologique, ils avancent à pleine vitesse. En matière de sanctions, ils ne s'en soucient plus du tout. C'était déjà le cas quand les Américains visaient leurs raffineries de pétrole. En gros, les Chinois ont dit « selon la loi chinoise, point final ». Ces entreprises doivent suivre la loi chinoise et ce que vous faites est illégal. Donc au revoir. Et à partir de maintenant, ça va s'étendre à d'autres secteurs de l'économie. Les Chinois ne jouent plus en défense. Ils réagissent tout de suite, de manière offensive. Ça change complètement la donne pour les Américains, qui jusque-là avaient ces leviers de pression. Comme on l'a vu l'an dernier, en avril, quand il y a eu cette salve de sanctions contre la Chine, la réponse chinoise, déjà à ce moment-là, était très différente. Ils ont résisté dès le début. Et maintenant, ils ne se contentent plus de résister. Ils ripostent. C'est ce qu'on voit avec les raffineries de pétrole. Voilà. Alors quel levier Trump a-t-il vraiment pour faire pression sur la Chine? Pas grand-chose. Et maintenant, s'il est sérieux dans sa volonté de trouver... Enfin, on ne sait même pas s'il est sérieux ou non. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut avec toute cette aventure iranienne, qui est une véritable catastrophe. Et qui en paie le prix? L'économie mondiale. Surtout les pays très fragiles, qui risquent de se retrouver face à la famine dans quelques mois, certainement au second semestre. Cela veut dire qu'il va falloir trouver une forme de solution dans les prochaines semaines. Sinon, la spirale descendante de l'économie mondiale sera encore plus terrible que ce que l'on prévoit pour l'instant. Et bien sûr, sa situation intérieure est catastrophique. C'est la seule chose à laquelle il pense. Il est condamné à être un président en fin de règne, impuissant. Et là, tout peut arriver. Quand on devient un président en fin de mandat, on devient une proie facile pour tout le monde. Ça peut être n'importe quoi. Une destitution, une mise en accusation, la prison, peu importe. Tout sera possible. Et pas seulement pour lui, mais aussi pour ses proches. Parce que c'est un système mafieux, avec plein d'escrocs qui en profitent, à commencer par son gendre, qui est sans doute le plus grand d'entre eux. Et tu sais quoi, Nima? C'est lui, Kushner lui-même, qui a nommé le nouveau négociateur de l'équipe Trump. Et devine quoi? Le type vient de l'armée israélienne. C'est un atout sioniste. En théorie, il va être conseiller de Witkoff. C'est une blague. C'est une blague. Comment peut-on prendre ces gens au sérieux? Oui, Et les Iraniens ont répété encore et encore qu'ils ne s'assieraient pas à la même table que ces deux idiots. Point final. Le seul avec qui ils accepteraient éventuellement de parler, c'est Vance. Et Vance, pour le moment, est hors du jeu. Peut-être qu'il reviendra plus tard. Mais pour l'instant, c'est tout. Il n'y a personne avec qui négocier. Et bien sûr, en théorie, les États-Unis ont un secrétaire d'État qui d'ailleurs aujourd'hui a dit quelque chose d'incroyable. Il a déclaré qu'en gros, on essayait de ramener la situation, y compris dans le détroit d'Ormuz, à ce qu'elle était auparavant. il a vraiment dit ça. Ce type a un QI de quoi? 10, 12, peut-être? Il est en train d'avouer une défaite stratégique devant la planète entière, et il ne s'en rend même pas compte.
Incroyable. C'est toi qui as provoqué tout ça. Reviens à la situation d'avant. Évidemment, si tu n'avais pas lancé cette guerre, dépensé des sommes astronomiques, détruit une grande partie des infrastructures iraniennes et maintenant celle de l'économie mondiale, rien de tout ça ne serait arrivé. Donc oui, c'est ta faute. Et ça va être très difficile, Nima. Tu as raison. Ce sera pratiquement impossible. Avec qui les Iraniens vont-ils négocier lors du prochain cycle, s'il y en a un? Negotiating with in the next round, if there is a next round. And on top of it, they're going to have this backup, this diplomatic. Et en plus de tout ça, ils vont avoir ce soutien diplomatique à la fois de la Russie et de la Chine. Les Russes sont maintenant profondément impliqués dans toute cette affaire. Et si Trump veut vraiment trouver une porte de sortie pour lui-même, il va devoir écouter les Russes. Et les Russes peuvent le pousser à reculer sur beaucoup d'aspects. Mais c'est tout. Désormais, loin d'être isolé, l'Iran est soutenu par deux superpuissances. C'est un tout autre jeu. Et l'administration Trump, elle, n'est soutenue pratiquement par personne, même pas par ses vassaux. L'Europe n'existe pas. C'est du suicide politique. Et évidemment, dans le Golfe Persique, les seuls alliés, ce sont les Émirats arabes unis. C'est pour ça que désormais, la question des Émirats va devenir la question brûlante du Golfe Persique. On sait que le CCG est déjà divisé. On sait que l'Arabie saoudite joue un jeu très habile. En théorie, l'Arabie saoudite fait partie de ceux qui essayent de trouver une solution. Aujourd'hui, ils ont même appelé le ministre saoudien des Affaires étrangères. Donc, ils se parlent. Est-ce qu'ils parlent au ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis? Non, parce qu'ils sont en guerre contre l'Iran. Donc la question des Émirats, c'est vraiment le point brûlant. Les Arabes israéliens aux Émirats, s'ils ne se ressaisissent pas, ils peuvent être écrasés dans un avenir proche et détruits facilement. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. De l'autre côté du Golfe Persique, les Iraniens regardent tout ça et se disent « il faut qu'on s'occupe de ces gens-là ». C'est vraiment, vraiment dangereux. Et c'est aussi un État mafieux. C'est pour ça qu'ils s'entendent si bien avec Trump. C'est pour ça que MBZ s'entend si bien avec lui. Parce que c'est une sorte de petite mafia monarchique. Et le jour, Pepe, le jour où les Émirats arabes unis décideront de faire quelque chose contre l'Iran, ce sera la fin des Émirats arabes unis. Et personne n'en aura rien à faire. Et personne ne le ferait. Personne, même pas les Arabes. Les Arabes ne s'en soucieraient pas, sans parler du reste du Sud global. Man, oui. Parce que tu sais, on a des forces israéliennes aux Émirats arabes unis. On a aussi des forces américaines. Elles font beaucoup de choses dans ce pays. Et tu vois, ils ne réalisent pas qu'ils vivent dans une maison de verre. Leur situation est vraiment fragile. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne comprennent pas. Vraiment, ils ne comprennent pas. Et en plus, ils sont arrogants, non? Très unilatéraux. Parce que comme tu le sais, il n'y a qu'une seule personne qui décide. C'est MBZ et personne d'autre. C'est un pouvoir d'un seul homme en pratique, avec bien sûr la famille autour. C'est une dictature pure et dure, une dictature monarchique, fondée en plus sur le travail forcé, qui vend une fiction au monde entier. Et évidemment, il y a des gens assez crédules pour y croire. Ils ont acheté le rêve de Dubaï, qui, dès le départ, était une énorme illusion. Le modèle économique de Dubaï s'est déjà effondré. Ce qu'il leur reste, c'est Abu Dhabi et la vente de pétrole. Ils rêvaient d'en vendre 5 millions de barils par jour, en utilisant surtout Fujairah, tu vois. Mais si la guerre reprend, ce qui reste tout à fait possible, sur une échelle de 1 à 10, la probabilité est sans doute autour de 9. Exactement. Tu dirais ça, hein? Vers 9 heures. Il pourrait y avoir une reprise de la guerre. Peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard, oui.
Et si l'Iran établit, comme il l'a fait auparavant, pendant la dernière guerre, que les Émirats arabes unis en font partie, eh bien là, c'est fini. Au revoir, les Émirats. That's it. It's bye-bye UAE. Pepe, le porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré que ce qu'Axios a rapporté au sujet d'un accord entre l'Iran et les États-Unis n'est qu'une liste de souhaits, pas la réalité. It's a wish list. Yeah. Well, yes, it is a wish list from C'est une liste de souhaits. Oui, une vraie liste de souhaits du point de vue américain, clairement. Du côté iranien, tout le monde connaît les grandes lignes de la position iranienne. Et la plupart savent aussi que les Américains vont les rejeter. Ils ne les accepteront jamais. Donc, encore une fois, il n'y a sans doute qu'une seule personne, quelque part dans les galaxies lointaines, capable de combler ce fossé. Vladimir Poutine. Personne d'autre. Ce ne sera pas Xi Jinping. Les Chinois ne se saliront jamais les mains avec cette affaire. D'abord, parce qu'ils refuseraient de discuter de l'Iran avec Trump. Les Russes, eux, c'est différent, parce que Poutine a, disons, une portée mondiale qui dépasse l'Europe. Poutine peut parler à n'importe qui sur la planète, sauf aux Européens, et il a de l'influence. Et bien sûr, Trump l'écoute. And of course, Trump listens to him. Is one of the very few. C'est l'un des très rares, vraiment. À part lui, il n'y a aucune solution possible à cette démence rampante. Et on a un président en route vers la démence, entouré d'idiots absolus, qui non seulement ne comprennent rien à l'Iran, mais ne comprennent pas non plus l'Asie de l'Ouest, ni l'Eurasie, ni le monde multipolaire, ni à quel point la superpuissance est fragile. C'est le mélange impérial classique d'arrogance et d'ignorance. Et dans leur cas aujourd'hui, quand on regarde le secrétaire des guerres sans fin, c'est un mélange de méchanceté et de stupidité. Personne n'aurait pu imaginer que la méchanceté puisse être aussi stupide et que la stupidité puisse être aussi méchante. Regardez simplement le secrétaire des guerres sans fin. Il incarne à lui seul ce syndrome. Donc la guerre reviendra, Nima. Qu'en penses-tu? Après Trump, Xi Jinping. After Trump, Xi Jinping. Je dirais que beaucoup de gens en Iran en parlent et pensent que ça pourrait arriver avant que Donald Trump n'y aille. L'argument, c'est que ce week-end, donc. Oui, exactement. Parce qu'ils pensent que ce week-end marquera le début de la guerre. Je ne sais pas si ça va vraiment arriver. Beaucoup de gens s'attendent, d'une manière ou d'une autre, à ce que ça se produise. Il n'y aura pas de réunion de la semaine prochaine. Les Chinois vont l'annuler, c'est évident. Oui, s'ils lancent ça, ce serait en quelque sorte l'annulation de la réunion. Et je pense qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle, Arachi discute avec la Chine, parce que plus personne ne croit à l'administration Trump. Aujourd'hui, ils disent une chose et 2 heures plus tard, ou même 2 minutes plus tard, ils changent complètement la donne. Parce qu'ils n'ont aucune stratégie, Nima, comme on le sait tous. Ils improvisent, puis ils improvisent sur l'improvisation précédente, et ensuite, ils oublient même ce qu'ils ont improvisé. Il n'y a absolument aucune stratégie dans tout ça. La seule chose qui semble vraiment compter dans la tête de Trump, c'est qu'il lui faut une porte de sortie. Il est coincé au milieu d'un énorme embouteillage et il ne trouve pas comment s'en sortir. Il en a désespérément besoin. Mais on sait très bien que l'Iran ne va pas le lui donner. L'Iran n'a aucun intérêt à aider Donald Trump. Au contraire, exactement. Ils ne veulent pas l'aider. C'est bien là le problème. Et voilà ce qui est sorti, Pepe. Le post de Caitlin Dawn, du New York Post. Elle dit « J'ai maintenant pu le confirmer moi-même grâce à une source pakistanaise au courant des efforts de médiation. Ma source m'a dit qu'il existe plusieurs versions du document, celui dont Axios parlait. Il y a donc plusieurs versions.
Oui, et les détails sont encore en train d'être réglés, notamment sur la version qui sera acceptable à la fois pour les États-Unis et pour l'Iran. Il semble qu'il n'y ait pas d'accord, vous savez, sur ce document. C'est ce que je pense. C'est incroyable. Avant même qu'on se mette d'accord sur quoi que ce soit, Donald Trump l'a déjà annoncé. Allez-y. So there are different MOUs, and of course there's going to be Il y a donc plusieurs protocoles d'accord, et bien sûr, ça va et ça vient. Ça, c'est évident. Arriver à un protocole final, en soi, ce sera énorme si on y arrive, parce que les positions sont complètement opposées sur tous les plans, même sur l'ordre de la procédure, sur la manière de procéder, et sur les priorités, l'ordre des priorités. Par exemple, il sera très difficile de convaincre Trump que la première chose à discuter, c'est la fin de la guerre et des autres guerres. D'abord parce qu'il ne peut pas s'engager là-dessus, et il ne s'y engagera pas. Et même s'il le faisait, il pourrait tout annuler, comme il l'a fait avec le JCPOA. Encore une fois, il n'y a pas de confiance. like he did with JCPOA. Once again, there's no trust. And even if you have, for instance, the Pakistanis are Et même si, par exemple, on prend les Pakistanais, ils ne sont pas des médiateurs assez puissants pour imposer quoi que ce soit. Les Omanais, même chose. Les seuls qui pourront vraiment imposer quelque chose, remettre un peu d'ordre dans les discussions, ce sont les Russes. Est-ce que les Russes veulent le faire? Non. Ils ont leurs propres affaires à gérer, y compris la possibilité que ces terroristes complètement fous viennent perturber le défilé du 9 mai, samedi. Et ça, c'est une menace sérieuse. Mais au moins, le ministre de la Défense a déjà prévenu. Si vous faites ça, très bien, on rase Kiev. Faites attention, on rase Kiev. Je ne suis pas sûr que les gens à Kiev aient encore bien compris ce message. It's those people in Kiev registered that yet, and the Russians are losing their patience. And of Les course, Russes commencent à perdre patience. Et bien sûr, à l'intérieur du pays, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir de mes propres yeux quand j'y serai plus tard ce mois-ci. Les gens en ont marre de tout ça aussi, surtout maintenant que les infrastructures sont attaquées presque tous les jours, les installations pétrolières, les raffineries, tout ça. Les gens commencent à être vraiment en colère en Russie. Donc, il y a de la pression un peu partout maintenant. D'accord. Réglons ce problème une bonne fois pour toutes. C'est ça, la priorité de la Russie. Ils n'ont pas besoin de jouer les médiateurs dans la guerre des autres. Ils ont déjà leur propre guerre à régler, non? They have their own war to solve first, right? Je ne connais pas très bien la façon de penser du gouvernement chinois, mais si je devais dire une seule chose à propos de ces deux conflits, en Ukraine et au Moyen-Orient, la position chinoise serait la suivante. Si l'Empire t'attaque, tu ne recules pas, tu ripostes. Exactement. Est-ce que ça veut dire que la Chine ne donnerait pas, disons, une sorte de porte de sortie aux États-Unis, ou qu'elle n'aiderait pas les États-Unis dans le cas de l'Iran ou de la Russie, ou bien, au lieu de coopérer avec les États-Unis, qu'elle riposterait dans le cas de Taïwan? Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement une question de Taïwan. Il s'agit aussi de la manière dont ils peuvent faire pression sur la Chine dans le détroit de Malacca. Exactly. It's Malacca. You're right. This was the Exactement. theme of one of my C'est columns Malacca. last week. Tu as raison. C'était le sujet d'une de mes chroniques la semaine dernière. Sooner or later, Et Malacca, c'est inévitable, tôt ou tard. they lost. Hormuz, c'était un test. Ils ont échoué. Alors ils vont être encore plus en colère. Et maintenant, leur logique, c'est « D'accord, on n'a pas réussi à Hormuz, mais on va le faire à Malacca. » Et c'est pour ça que cet accord de coopération militaire signé entre Jakarta et Washington est si dangereux. Ça pourrait bien être la première étape, tu vois, le premier élément de la stratégie. On obtient ça, ensuite on pousse les Indonésiens à accorder des droits de survol aux avions militaires américains. Puis on essaye d'installer une base quelque part. Voilà, c'est inévitable. Les Indonésiens ont déjà fait une grosse erreur. There you go. It's inevitable. So the Indonesians already made a big mistake. And so far, I have not seen
Jusqu'à présent, je n'ai rien vu de concret. Il y a beaucoup de critiques en Indonésie à ce sujet, y compris de la part de leur propre ministère des Affaires étrangères d'ailleurs. Mais n'oublions pas que le chef du gouvernement est un militaire, très proche de Suharto à l'époque. Quand Suharto a été renversé, il a voulu se présenter à la présidence, pensant qu'il serait élu. Il ne l'a pas été. Il a attendu son heure, tout ce temps. Et maintenant qu'il est président, il ne faut pas oublier que ce sont d'anciens réflexes militaires, et ils ont toujours été très proches des Américains. Alors Prabowo, cette image qu'il se donne d'un type progressiste et tout ça, ce n'est pas la vraie histoire. C'est dangereux, très dangereux. Donc Malacca est inévitable, Nima. Inévitable. So Malacca is inevitable, Nima. Inevitable. But the thing is, now that they are very. Mais le fait est que maintenant, ils sont très très en colère parce qu'ils ont perdu Hormuz. Et Hormuz, c'était le prélude pour atteindre Malacca. Maintenant, ils vont devoir tout recommencer à zéro. Mais au fond, c'est la même chose, parce que la guerre est fondamentalement dirigée contre la Chine. Les Chinois, tout le monde en Chine le sait, même ceux qui ne s'intéressent pas à la politique. Donc la position du gouvernement chinois est très complexe. D'un côté, ils veulent évidemment que le détroit d'Hormuz reste complètement ouvert, parce qu'après tout ce dont ils ont besoin passe par Hormuz. C'est d'ailleurs l'une des choses que Wang Yi a dites à Araghchi aujourd'hui. Mais en même temps, il a parlé de la souveraineté et des droits de la République islamique d'Iran. Cela veut dire que les Chinois comprennent que s'il y a un péage, beaucoup de leurs propres pétroliers seraient concernés, à moins qu'ils aient un accord qui leur permette de passer gratuitement. Donc, ils ne sont pas aussi touchés que d'autres pays. Par exemple, les Japonais et les Sud-Coréens, eux, devront payer le péage. Les Chinois, pas forcément. Bien sûr, tout dépend. Cela interfère aussi avec les autres fournisseurs chinois, parce que la Chine achète du pétrole à tout le monde dans le Golfe. Les Chinois voudront donc que ces pétroliers puissent passer eux aussi. Et là, ça devient plus compliqué, parce qu'ils doivent dire aux Iraniens, « Écoutez, peut-être qu'on peut trouver un arrangement pour tous nos pétroliers venant du Golfe Persique. » Mais ils comprennent très bien la question de la souveraineté, de l'indépendance, et le fait que les Iraniens mettent en place un nouveau système de gestion dans le détroit d'Hormuz. Les Chinois ont très très bien compris tout ça. Après tout, cette guerre est dirigée contre eux, et ils ont compris le blocus américain. Ce blocus était aussi contre eux, et il est toujours en place. Mais les Chinois sont des maîtres pour naviguer dans tout ça, en silence. Le fait qu'ils sortent maintenant au grand jour pour dire que tout ce qui est directement lié à cette guerre est illégitime, donc complètement illégal, c'est énorme. Ça veut dire que tout ce que font les Américains est illégal, ou tout ce qu'ils feront plus tard le sera aussi, puisque la base même de tout ça était et reste illégale. Ce serait fantastique. Évidemment, on ne verra jamais une telle scène. Tu imagines, Nima, Xi Jinping dire ça à Trump, en face, les yeux dans les yeux. Évidemment, Xi Jinping va dire ça en sirotant un peu de thé, avec un petit sourire en coin, presque un vrai sourire, peut-être même en utilisant une métaphore de la dynastie Tang. Mais je suis sûr qu'il va le dire. Et bien sûr, Trump ne saura pas comment répondre à un truc pareil, surtout que franchement, toute cette histoire, c'est de sa faute. Especially because the whole thing is his fault.